Semer le parax, dont les larmes sont un remède, les glancions au sucre si bons pour la santé, et les pavots qui peuvent enchaîner un sommeil fugitif. Faites venir du Mégare les semences d'oignons aphrodisiaques qui aiguillonnent les hommes et les armes pour conquérir les belles. Ou ceux du Sicard, récolte enterrée dans le sol de Gétulie. Ajoutez les feuilles de roquette que l'on sème auprès de priapres prolifiques pour exciter l'amour des maris indolents. Avec de tels ingrédients, tu ne pourras m'échapper, mon beau brin d'amoureux. Tu ne connais pas encore l'amour d'une sorcière, mais je saurai bientôt te faire goûter de mes charmes et sortilèges. Oh là, diable vert, qui frappe à ma porte avant le chant du coq? Kathleen, c'est Sudkin qui te quémande avant le lever du soleil. Viens et n'oublie pas tes potions. J'arrive. Faites chauffer l'eau et préparez les linges. Je prépare mes onguents et te rejoins de suite. Et dis à Claes de dépendre son filet, c'est jour de naissance. Et il doit rapporter un poisson, frais et d'argent. C'est un garçon. La lune me l'a dit avant la première neige. Et c'est ainsi qu'est né Till, fils de Claes, le charbonnier, et de Zodkin, la vaillante, en Flandre. Adam, quand mai ouvre les fleurs des aubépines. C'est bien toi qui se nomme l'âme Gottsack? Tu demeures bien rue du Héron? Oui, monsieur le charbonnier. Tu me connais? Oui, monsieur le charbonnier, et je connais votre femme, Zodking. Elle est grosse depuis plusieurs mois. Et c'est pour cette raison que je suis venu ce matin au canal. J'ai un fils aujourd'hui, l'âme. Il s'appelle Till. Et comme le veut la tradition, je suis venu pêcher un poisson frais d'argent pour saluer cette naissance. Mais tu trembles? Tu as froid? Non, monsieur le charbonnier, j'ai juste un peu faim. Tiens, prends ça, petit. Ce n'est pas matin à avoir faim. Jour de naissance et jour de réjouissance. Oh, merci, monsieur le charbonnier. Quelques années plus tard, j'ai enfanté une jolie diablesse, ou plutôt une petite fée des bois que j'ai appelée Nell. J'ai choisi son prénom toute seule, car je n'ai jamais revu son père, dont j'ai toujours caché le nom. Nell est un cadeau d'amour, du ciel et de la terre. Dès sa naissance, j'ai su qu'elle avait le don. Quand j'étais grosse, j'ai pris peur et je me suis cachée. J'avais peur des langues fourchues, des commères du marché, des soldats espagnols qui m'accuseraient de pactiser avec le diable. Comme si ce grand corps nu pouvait être le père de ma fille.
Près d'Anvers, on a brûlé une fille comme moi, l'accusant de sorcellerie et de fornication avec le diable. Zotkin, la femme du charbonnier, est tombée grosse peu après, et nous avons porté notre enfant en même temps, dans une tendre complicité. Mais Zotkin a perdu son enfant, tandis que j'enfantais de Nell. C'est elle qui m'a proposé d'adopter Nell, en secret. Claes était dans la confidence, et il a accepté de prendre Nell comme sa fille en me disant « Puisque je brûle des feux de l'enfer toute l'année avec mes fagots, je suis sûrement diable à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, sorcière Kathleen, je serai un vrai père pour Nell. » Nell est devenue pour tout le village la fille de Zotkin et de Claes, le charbonnier, et moi, la marraine. Mais peut-être est-ce mieux ainsi. Si Nell est vraiment fille du diable, seule une sorcière pouvait en être la marraine. Till et Nell ont grandi comme frères et sœurs. Till aimait faire des farces et des tours qui faisaient rire sa sœur. Il adorait les saltimbanques qui survolent votre vie suspendue à un fil ou jonglent avec des balles. Oh, Till, regarde, les saltimbanques sont arrivés. Viens, allons les applaudir. À 15 ans, Till décida de devenir comédien. Avec l'aide de Nell, il dressa les tréteaux sur la place de Dame et il cria à l'envi que chacun pouvait voir son être présent et futur. Notre malin avait installé une tente avec un trou où les amateurs de prophétie passaient leur tête. Et que voyait-il?
notre joyeux luron en train de les imiter en chantant « Je suis votre miroir, je suis votre miroir, ik ben Eulenspiegel ». De là lui vint son surnom, Eulenspiegel, l'espiègle. Rappelle-moi déjà ton nom, l'homme Rootsec. Mon nez monte, l'âme Houtsak, comme l'âme qui monte au ciel. Et Houtsak, à cause de mon doux caractère. Ah oui, l'âme qui monte au ciel et Rootsак, le doux cratère. Et tu me dis que tu connais mon père? Y a-t-il? Le jour de ma naissance, il m'a donné du poisson. Du poison? Mon père t'a donné du poison? Mais je m'en vais te frotter les oreilles. Oh oh, Maud, eau de coste. Du poisson avec des écailles et des nageoires. Et pourquoi qui t'a donné du poisson? C'est du charbon qui fait, pas du poisson. Test de Eben-t-il? Pour la naissance, la coutume veut que si le poisson morde... Le poisson mort, les arêtes sortent et la vie trépasse. Le poisson mort, et c'est la fête des morts comme aujourd'hui. Et je vais te dire, l'homme... Né, l'âme. Ah oui, l'âme qui monte au ciel. Eh bien, mon vieux lame, la fête des morts, c'est qu'une embrouille pour que les prêtres s'enrichissent et amassent des pâtards. Zouert-il, ni de solune. Mais t'es sourd ou quoi? Je te dis que les prêtres s'en mettent plein dessus la chasuble avec la fête des morts. Tu m'entends, l'âme? Fête des morts, pluie d'or. Fête des morts, ruisseau d'or. Fête des morts, veau d'or pour les prêtres et les abbés. Oor je dat, lamme? Donenfeest betaalt het meest. Donenfeest is goed voor nul op kesten. Donenfeest is goud waard voor de past en de dekens. Maro, zouert en kiktil. Dring un haut de bec. Si tu ne veux pas être fouetté sur la place publique.
Oui, l'âme, t'as raison. Mais pourquoi que tu me chantes une messe basse maintenant? Moi, Till Spiegel, je le dis haut et fort, à toute la vénérable assistance rassemblée en ces lieux. Zuchtil, descends là-haut. Et donc, je proclame à mon ami l'âme qui monte au ciel, ici présent, et à toute l'assemblée des joyeuses trognes qui m'écoutent, que plus il y a de morts, plus il y a de messes, et plus il y a de patards pour les curés. La fête des morts, c'est de l'or pour les curés qui dansent et se remplissent la panse. Mais ce jour-là, dans la joyeuse assemblée, se tenait un traître, un fourbe, qui dénonça Till comme hérétique. Till fut arrêté, jugé et banni du bon pays de Flandre pour 3 ans, sous condition de faire un pèlerinage à Rome et de revenir avec l'absolution du pape. Sur son chemin, Till croisa le pèlerinage d'Alzenberg, une occasion de racheter quelques fautes. Hola, compagnon. Sais-tu que la terre est basse? Peut-être es-tu de la basse-cour pour t'en donner ainsi? Peut-être comptes-tu les feuilles des arbres sur la route? Veux-tu gorer? Êtes-vous muet, monsieur Duquet par terre?
Ah, quelque chose sort de cette écrevisse d'eau bénite. Mais tu es sourd alors, monsieur du cupulé. Tu n'entends rien et pourtant je vais te dire. Tu marches à l'envers et c'est très bien ainsi. Comme ça, on ne voit pas ta face d'ancien pendu. Or, quand je vois ton visage, je me dis que tu es méchant et constipé de quelque part, et même mieux. Tu n'es pas un coq, ni un poulet, mais un chapon gras, sans ornement, un chapon qui peut plus. Tiens, je suis sûr que s'il y avait un cocu dans cette assemblée, ce serait toi, un cocu magnifique. Apprends, étranger, à ne point tarabuster les honnêtes gens dans leur pèlerinage. Si je vais à Alsemberg, à reculons, c'est pour prier la Sainte Marie de faire avorter ma femme qui a fauté quand j'étais en voyage et qui attend un enfant. Pour obtenir réparation, il faut marcher et sauter à reculons depuis le 20e pas de sa maison jusqu'au bas de l'escalier de l'église d'Alsemberg, sans parler. Et par ta faute, je dois tout recommencer maintenant. Et c'est pour cette raison que tu pries la mère de Jésus? Mais mon bâton va t'apprendre à respecter ta femme et la fille qu'elle porte en elle. Disparais hors de ma vue, vermisseau, cancrela, et ne t'avise plus à ramper de la sorte, vieux pou! Till quitta le pèlerinage, se jurant bien d'éviter tous les chemins qui puissent mener à Rome. Faire acte de contrition avec un bâton n'était pas l'expiation des fautes attendues par l'Église, et Till fut banni pour 3 ans. Il resta en Flandre pourtant, affublé de faux noms, tantôt se faisant passer pour un grand médecin, ou un artiste, ou un aventurier, selon les circonstances. Or, la dernière des circonstances était plutôt jolie et bien faite. Till vivait à Kolkerk, en compagnie d'une jeune veuve. La retraite était agréable, mais un rival amoureux, de plus échevin de la commune, voulut prendre sa place dans le lit douillet. Mal lui en prit, l'échevin refroidit ses ardeurs dans une mare, projetée par Till, qui s'enfuit pour éviter toute vengeance. En chemin, il s'arrêta à l'estaminet du Rodeschild, près de Dame. Allô, étranger? Où vas-tu ainsi? À Dame, chez moi. Méfie-toi, car la ville n'est pas sûre. On y arrête de réformer. Mais je te connais. N'es-tu pas fils de Clès, le charbonnier? Ainsi fait, je suis Till, une Spiegel pour les gens de Dame, et inconnu pour les gens d'église. Un conseil pour les Spiegel. Finis ta pinte et hâte-toi. Le malheur a sonné pour ton père. L'inquisiteur Tintelman s'est déplacé spécialement pour le juger, en place publique. Juger mon père? Mais c'est le meilleur homme du monde. Noir dehors, certes, de poil et de peau, mais clair est son âme. Oui, nous le savons, Till. Mais ton père a été dénoncé par un inconnu et l'inquisiteur l'a fait emprisonner comme hérétique. Il tient à l'exemple. Cours vite et reste caché. Et souviens-toi, Spiegel, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu.
Amenez-moi le prisonnier! Clarisse, tu es reconnu et jugé comme hérétique. Abjure ta foi aveugle et reviens dans l'église romaine, la seule qui puisse te sauver. Abjure tes croyances dangereuses. La Flandre des hérétiques a vécu. Elle prospère et grandit sous l'autorité de Philippe d'Espagne. Pour la dernière fois, abjure ton erreur et tu seras seulement condamné à être pendu. N'abjure point! Faites de mon corps d'honnête homme tout ce qu'il vous plaira! Sale vermine d'hérétique! Tu seras torturé! Torturé pour renier tes erreurs! Et sauver ton âme d'hérétique! Torturé d'abord et brûlé ensuite en place publique à grande flamme! Que les cendres, qui sont le cœur de mon homme, ce rouge qui est son sang, ce noir qui est notre deuil, soient toujours sur ta poitrine, comme feu de vengeance contre les bourreaux. Les brumes d'automne avaient définitivement fait disparaître la silhouette du charbonnier. Zodkin ne travaillait plus, tassé près de son feu et se laissant soigner par Nell, qui lui concoctait des remèdes. L'hiver vint sans prévenir. Il balaya les dernières feuilles mortes et emporta la femme du charbonnier. Zodkin, la vaillante, mon amie, partit enfin apaisée, emportant le secret de la naissance de Nell. Till devenait taciturne. Il partait souvent, dans la nuit, pour pleurer, solitaire. Un soir, il vint chez moi, ou plutôt chez nous, car Nell avait quitté la maison familiale pour se réfugier ici. Il me demanda remède et vengeance. Cateline, les cendres de classe battent sur ma poitrine. Je veux venger mon père et sauver la terre de Flandre. Je le demande à Dieu, mais il ne m'entend pas. Le grand Dieu ne peut entendre, Till. Il faut d'abord parler aux esprits du monde élémentaire, ceux qui habitent la terre et le ciel, pour que ceux-ci les portent aux anges et à Dieu. Cateline,
Aide-moi en mon destin. Je te paierai de sang, s'il le faut. Je t'aiderai si une fille qui t'aime veut te prendre avec elle au sabbat des esprits du printemps, qui sont les Pâques de la sève. Et doucement, Nell s'est approchée, avec un sourire lumineux. Je le prendrai, Kathleen. Je prends Till avec moi au sabbat des esprits du printemps. Prépare-nous pour ce grand voyage. Fléau pour la pauvre terre, brûle les sept. Attends, entends et vois, dis-nous chétif, n'es-tu pas bien neuve? Trouve les sept. Dans la mort et dans le sang, dans les ruines et les larmes, trouve les sept. Attends, entends et vois, dis-nous chétif, n'es-tu pas bien neuve? Trouve les sept. Quand le septentrion baisera le couchant, ce sera fin de ruine. Trouve les sept et la ceinture. Attends, entends et vois. Aime les sept et la ceinture. Braver le roi du printemps et chercher sur les routes le secret des sept. Mais quels sept? Sept personnages? Sept monuments? Sept monstres? Sept fées? Till battait la campagne,
quand il aperçut un homme qui se lamentait sur son sort. En s'approchant, il reconnut L'âme L'âme Rotsac. Spiel! Mais que fais-tu ici? À réciter tes prières sur ton chapelet de saucisson. Oh, Till, si tu savais. Me meuf. Arrête de boire, je n'ai entendu goutte à ton discours. Et boire trop vite ne profite qu'aux rognons. Tu as raison, Till. Ma femme, ma petite caille. Veux-tu une tranche de saucisson? Mais que s'est-il passé? Avec du pain? L'âme! Vas-tu cesser de manger? Mais c'est pour apaiser mon âme triste. Ma femme, ma douce, mon petit poêlon, ma jambonnette, ma fricassée. Elle est partie je ne sais où. Et pourtant elle était amoureuse avec ses petits bras dodus autour de mon cou. On aurait dit un porcelet farci avec un collier de persil. Oh, Till, quel chagrin. Mais où est-elle maintenant? Tiens, prends un morceau d'andouille. Écoute-moi ça. Oh, mon petit papillon des Flandres, où voles-tu? Connais-tu au moins la route? Elle a de la famille à Antwerp. Eh bien, mon bon lame, allons-y ensemble. Tu chercheras ta femme, et peut-être trouverai-je les 7. Dixième? L'offensive. C'est une longue histoire, l'âme. Mettons en route, et je t'expliquerai. Allons-y, Till. Je ne suis point fâché de circuler avec toi. Car on m'a dit que les Espagnols arrêtent tout voyageur seul, et donc suspect. Il paraît que des fermes ont brûlé au nom de l'Inquisition. On parle même des têtes coupées, des réformés, qui flotteraient dans le canal de Bruges. Une dernière tranche, Till, pour la route? L'âme cherchait sa moitié en mangeant. Est-il resté sur sa faim pour découvrir les 7? Un soir de pluie, nos 2 compagnons trouvèrent refuge chez Simon Pratt, imprimeur de son état, et aussi long qu'un jour sans pain, comme disait l'âme. Simon leur offrit l'hospitalité et leur proposa même un travail qu'ils acceptèrent afin de pouvoir continuer le voyage. Simon travaillait beaucoup. Il imprimait des édits espagnols, des listes de condamnés, des lois qui oppressaient la Flandre. Le premier soir, alors que l'âme ronflait, des effluves d'encre remontaient de la cave, tandis que des coups de marteau résonnaient dans l'obscurité. Le lendemain, Till avait interrogé son patron sur ces bruits insolites, mais Simon ne répondit pas, comme d'habitude, puisque l'homme était peu bavard. Une nuit, réveillé par les coups sourds, Till décida de visiter la cave. Que faites-vous là, maître Simon? Spiegel? Lâchez plutôt ce bâton. Expliquez-moi. Pourquoi travailler la nuit? Si tu es du diable, tu peux me dénoncer. Mais si tu es de Dieu, que ta langue reste emprisonnée dans ta bouche. Je suis de Dieu, et je ne vous veux aucun mal. Mais que faites-vous à cette heure? J'imprime des Bibles, Till. Le jour, je publie les édits de sa cruelle majesté, Philippe d'Espagne, pour nourrir ma famille. Mais la nuit, je répare le mal que j'ai fait, et j'imprime des Bibles en flamand pour diffuser la parole d'Omni. La Flandre est trop pressée sous le joug espagnol. L'Église romaine n'est pas notre salut, Till. Elle protège les puissants et les lâches qui s'acharnent à détruire notre pays. C'est pour cela que j'imprime des Bibles qui circulent sous le manteau dans les pays du Brabant, de Flandre, Zélande, pour que s'allume le feu de la vengeance. Till, je t'ai observé. Depuis ton arrivée, tu me parais vaillant. Veux-tu être des nôtres? Je suis des vôtres, Simon. Les cendres de Claes battent sur ma poitrine. Écoute ceci. Dans quelques jours, d'illustres seigneurs se réuniront pour parler de notre pays. Ce sont Guillaume le Taiseux, prince d'Orange, les comtes d'Egmont, d'Orne et Hoogstraten, Ludwig de Nassau, le frère du Taiseux. Nous, réformés, nous tenons à savoir ce que les seigneurs préparent pour l'avenir de notre pays et de quel côté est leur cœur. Pour cela, tu te rendras au château, tu te feras passer pour un ramoneur, tu monteras dans la cheminée. Ouvre bien tes oreilles, Spiegel, et viens nous rapporter tout ce que tu auras entendu.
Comme Simon l'avait indiqué, Till réussit à s'introduire dans le château et à se glisser dans la cheminée, où il s'installa sur une planchette prévue à cet effet. Alors, messire d'Orange, pourquoi nous avoir réunis ce soir? Y aurait-il péril en la demeure? Justement, sire. Nos pays sont en danger et il est temps de les défendre contre l'attaque d'une armée étrangère. Mais enfin, prince d'Orange, qu'est-ce qui vous permet d'avancer une telle affirmation? Le pays est bien gardé par les troupes de Philippe d'Espagne. L'accent des soldats choque peut-être vos flamandes oreilles, mais leur livret rouge et noir rassure les bourgeois de vos villes. d'Egmont a raison. Jamais nous n'avons eu autant de sécurité en nos pays. Par terre et par mer, nous ne craignons aucune attaque. L'attaque s'est déjà produite, mais elle est sournoise. Poussez plus loin, sire d'Orange, je ne comprends point. Mais avant cette explication, sire de Horn, faites-nous allumer un bon feu. Je suis gelé depuis ce matin et ce voyage n'a rien arrangé. En attendant que le comte se réchauffe, je vais faire circuler une lettre de l'ambassadeur au roi, qui nous informe que Philippe d'Espagne est prêt à masser plusieurs troupes dans les Pays-Bas. Je ne comprends pas. Notre pays est en paix, grâce à Philippe, justement. La lettre de l'ambassadeur précise que des grands seigneurs de notre pays complotent contre l'Espagne. Nous sommes cités, messires d'Orange, d'Egmont et de Horn. Les troupes ont pour but de mater toute rébellion et de réduire à une obéissance absolue les Pays-Bas. Je bois au pays. Le Taiseux a raison. Nous devons nous préparer à nous défendre. Nous engagerons une résistance si messire d'Egmont met à notre disposition ses troupes, composées de soldats flamands au cœur si vaillant. Je connais trop le roi pour devenir rebelle. Je ne porterai pas les armes contre le roi Philippe. La lettre ne vous suffit-elle pas? Combien de morts faudra-t-il pour vous ouvrir les yeux? Et vous cessez d'agiter tous ces réformés. J'ai fait prendre à Gramont 22 réformés pour témoigner au roi de ma soumission pour l'exemple. J'ai confiance. S'il les appelle à délivrer notre pays de l'occupation espagnole, comme vous le dites si bien, messire d'Orange, la colère du roi s'apaisera. Armons-nous de confiance. C'est de fer qu'il faut s'armer maintenant. Je rejoins le Taiseux et Hoogstraten. Seul le fer nettoiera cette plaie. Ah, il suffit. J'en ai assez entendu. Adieu, prince sans terre. Adieu, comte sans tête. La discussion des seigneurs de guerre, entendue dans la grande cheminée, avait attisé des braises de discorde. Le duc d'Albe, partisan du roi Philippe, avait levé une armée de 26 000 hommes pour mater la résistance, emmenée par le Taiseux et son frère Ludwig, le Bayard de Flandre, qui rançonnait villes et bateaux. À Gemingue, au pays de Frise, Ludwig, à la tête de sa piètre armée de mercenaires, avait perdu le combat face à la puissance du duc d'Albe. En novembre, je me souviens, la neige couvrait de son manteau d'innocence les ruines et le sang. Nell m'aidait à soigner les malheureux brutalisés ou brûlés par la soldatesque hispanique,
quand un voyageur apporta des nouvelles de Till. Le prince d'Orange avait convoqué Till pour lui confier une mission qu'il devait mener avec discrétion. Oui, sire, j'ai bien entendu. Je vais partir à Namur, Flandre, Hainaut, Sud-Brabant, Nord-Hollande, pour annoncer que si la fortune nous trahit sur terre, nous continuerons le combat contre l'occupant espagnol sur mer. Nous avons besoin de tout le monde, les paysans dans les terres, les pêcheurs sur la mer, avec leurs fourches et leurs harpons. Notre armée sera une armée de gueux, mais de gueux au cœur vaillant. J'aurai sur moi un sauf-conduit que vous avez intercepté, signé du duc d'Albe lui-même, qui m'aidera à franchir les lignes ennemies. Si je veux reconnaître les miens sur les chemins, je pousserai le ululement de la chouette et le coq guerrier me répondra. C'est le cri de ralliement des réformés. J'ai pour moi 50 florins. Je partirai seul pour mieux garder le secret. Les cendres battent sur ma poitrine. La vengeance de Claes me protège. Durant l'hiver, Eulenspiegel traversa notre pays de Flandre, malgré le froid, la neige et l'ennemi. Dans les forêts, Till croisa sur son chemin des loups qui le suivaient. Qui a le plus faim de nous deux, se demandait-il en voyant les yeux de Braise se faufiler derrière les chênes et les cendres de Claes rougeoyer sur sa poitrine. Un matin, alors que le gel faisait éclater les fontaines aux porches des églises, Till aperçut au loin un étrange équipage. Des soudards espagnols poussaient des prisonniers pieds nus, prenant un malin plaisir à les torturer. Dans la froidure matinale, les Espagnols regrettaient la douceur de Séville, tout en pestant contre la lenteur de leurs prisonniers. Venga, hacia adelante. Oye, Gómez, ¿cómo se lo debemos decir a estos perros rabiosos para que anden más deprisa? Y este viento que nos viene del mar. Vaya país podrido. Un año más en esta guarnición y me vuelvo para mi casa, a Sevilla. Hacia adelante, perros sucios. ¿Qué? ¿Tenéis frío? Pero si este es vuestro país. Haberos vestido con más ropa más caliente. Os voy a calentar con mi látigo. Toma esto, viejo chacal. Y aún esto. ¿Ya estás recalentado o aún quieres probar mi látigo? Corre, corre y alcanza a los demás. Vaya, ¿cuál es este atuendo? ¿El de un animal? ¿El de un fantasma de carnaval? Quédate aquí, Gómez. Voy a ver lo que ocurre abajo. Allez mes amis, prenez ces chevaux et vendez-les à bon prix pour vous vêtir dignement. Le feu de résistance couve et vous réchauffera le cœur. Durant
Durant l'hiver, bravant la neige et les loups, Till continua sa mission, faisant résonner le chant de la chouette en signe de ralliement. Durant la froide saison, beaucoup de coqs se mirent à chanter en pleine journée et même la nuit. À la fonte des neiges, Till arriva à Namur et retrouva avec bonheur son ami Lame. Le gros bonhomme cherchait toujours sa femme, mais il s'était épris du poisson de la Meuse qu'il pêchait tous les jours pour le revendre. Till décida Routsac à arrêter son commerce et ils prirent la route de Dame, où Till voulait retrouver Nell qui grandissait dans son cœur. Till et Lame arrivèrent avec les premières chaleurs de l'été. C'était une année chaude, avec de gros orages qui secouaient la plaine flamande. Après une nuit d'orage, les habitants de Heist, entre Knock et Dame, sont venus me trouver pour me conter une triste nouvelle. Ils avaient retrouvé sur la plage d'Heist le corps d'une petite fille nommée Betkin, que sa mère, Toria Peterson, avait envoyée chez son oncle. Elle portait sur son cou comme des traces de stylet. Le chirurgien barbier, mandé sur les lieux, déclara que ces marques étaient celles d'un loup. Mais pas d'un loup gris, mais bien d'un loup-garou. Un werwolf, comme on dit chez nous. Une battue avait été organisée par le bailli, mais en vain. Le werwolf fallait revenir pour la prochaine lune, et les chasseurs de loups-garous me demandaient de l'aide pour envoûter le werwolf. Mais hélas, mes sortilèges n'ont pas ce pouvoir. Le werwolf est créature du diable, et je ne peux rien contre sa puissance maléfique. J'irai tuer le werwolf, déclara-t-il qui avait entendu toute l'histoire. Par une nuit de pleine lune, alors que les premiers éclairs sculptaient la dune, Till partit avec un piège qu'il avait forgé. Écartez-vous, braves gens, écartez-vous. Ce n'est pas un loup. Ce n'est pas le diable non plus. Mais pire encore. Je t'ai déjà entendu quand j'étais jeune. Je reconnais ta voix. J'aurais voulu entendre cette voix devant l'inquisiteur Tintelman, devant le bûcher où mon père a brûlé. Cette voix, c'est celle d'un traître. Tu es le poissonnier. Celui-là même qui a dénoncé mon père parce qu'il avait hébergé des réformés. Tu es le meurtrier de Classe et de Zen King, et le loup qui a éventré les fillettes. Mon couteau fera justice. Arrête-t-il? C'est Toria, la mère de Betkin qui te le demande. Pose ton couteau. Je le veux vif. Gardez-le vif et qu'il paye, meurtrier. Tu as brisé une vie de plus. Tu vas connaître la vengeance d'une mère. À tenaille ardente. Saignes-tu, vieux fou? Betkin m'appelle à la revanche. Sens-tu les dents? Ce ne sont pas des dents de loup, juste les dents de mon gaufrier. Mais c'est Dieu qui me donne la force, et je serre encore plus fort.
Ce sont les dents de la gueule de Dieu. Tu paieras à petit feu, à tenaille ardente. Quand le gaufrier sera froid, je finirai de t'arracher les yeux avec mes ongles. Ton sang, il en restera assez pour te traîner sur le bûcher, à petit feu. Toria, il suffit maintenant. Laisse-le se repentir. Ce n'est pas un werwolf. Ce n'est qu'un traître. Et un meurtrier qui sera jugé pour ses crimes. Mais ma petite fille, Till. Je sais, Toria. Je connais ta douleur. Till avait laissé sur son passage comme une poudre d'escampette qui allumait le feu de résistance à travers tout le pays. Les gueux de plus en plus nombreux se battaient contre les Espagnols en maints endroits de Flandre. Sur la côte, les pêcheurs et les marins avaient répondu à l'appel du prince d'Orange. Sous le commandement de l'amiral Trélon, une flottille d'embarcations de tout gabarit avait remporté ses premières batailles. Mais l'hiver arriva de nouveau, encore plus terrible que le précédent. J'étais seule à l'époque. Nell avait rejoint Till, qui était proche de Dame. Elle avait chaussé ses patins et avait profité de la glace qui recouvrait les canaux pour échapper à la vigilance des Espagnols. Mais la glace faisait aussi le jeu de la nuit. La mer gelait aussi. Chaque vague se statufiait doucement, laissant l'écume se transformer en paillettes salées. Les bateaux des gueux se retrouvaient prisonniers au milieu d'un immense océan de brisures de coquilles d'œufs. Dans les tavernes, les marins attendaient le dégel, en tuant le temps à coups de dés, tandis que l'amiral Trélon réchauffait sa grande carcasse en échafaudant des plans de bataille, avec Till nommé capitaine de vaisseau.
les gueux remportaient de nombreuses batailles et la victoire tournait la tête aux vainqueurs. Dans ma vie de sorcière, j'ai vu des monstres, des signes du diable, des envoûtements, mais jamais des scènes comme la folie guerrière s'y engendrait. Le diable sort de la bouche des canons, lui sur la lame des épées, et se rit des corps déchiquetés. La guerre est toujours sale, surtout sous les traits d'un rustre comme le capitaine Marin, qui menait ses gueux au combat et faisait exécuter tout ce qui lui résistait. Ainsi Marin avait fait pendre 19 moines, prisonniers de l'amiral Trélon. Till, droit comme la justice, s'était opposé à cette pendaison, considérant les moines comme prisonniers de guerre et méritant, à ce titre, respect et considération. Parole de soldat, c'est parole d'or, avait dit Eulenspiegel devant le capitaine Marin, qui lui avait répondu « On ne peut être plus borné qu'un fils de charbonnier. Tu insultes les gueux en prenant la défense de ces moines. Réponds-toi ou tu seras traduit en justice devant le seigneur de Lumé. » Parole de soldat, c'est parole d'or. Et comme son père, Till se retrouva jugé sur une place publique. Dis-moi, Flamand, tu ne reconnais plus le tien. Tu as été brave pourtant dans cette guerre. Pourquoi diable protéger les moines? Ces moines étaient des prisonniers, et ils avaient ma parole pour leur laisser la vie sauve. Parole de soldat et parole d'or. Mais le Flamand est insolent. C'est moi qui ai donné l'ordre au capitaine Marin de les faire pendre, haut et court. Ton comportement est douteux, Flamand. Repens-toi. Présente-moi tes excuses, et seul le fouet parlera sur tes épaules. J'avais donné ma parole aux prisonniers, qui maintenant se balancent au vent. Honte sur vous. Tête d'enclume. Le fouet est encore trop doux pour toi. Ce sera la corde, et tout de suite. De Lumé. Allons, soyons conciliants. Eulenspiegel est un vaillant guerrier. Certes, têtu comme un bélier, mais il n'a commis nul crime. Qu'il demande pardon, amiral. Les cendres de Claes battent encore. Je n'ai point failli. Qu'il dise au moins qu'il se repente. Parole de soldat n'est plus parole d'or. Au diable qu'il aille au diable. Qu'on dresse la potence, qu'on batte tambour, et qu'on en finisse avec cet enragé. Cette tête d'enclume m'a encore bravé. Qu'il se repente, devant la présente assemblée. Till, veux-tu te repentir? Parole de soldat n'est plus parole d'or. Passez-lui la corde. Arrêtez! Cet homme est le mien, et je le prends pour époux aujourd'hui même. Qu'est-ce que ceci, amiral? D'après les us et coutumes de notre pays, il y est dit et reconnu qu'une jeune fille sauve un homme de la corde en le prenant pour mari au pied de la potence. Mais il me semble que cette jeune fille tient à cet homme. Il ne sera pas dit que le seigneur de Lumé s'acharnera sur une tête d'enclume. Déliez-le. Les liens avec sa belle seront encore plus forts que cette corde de chanvre. Regarde-t-il, les feux follets? Ce sont les âmes des morts de cette guerre qui errent sur l'île aux oiseaux. Chaque soir, ils se rassemblent. Ils passent sur le sable.
s'approche de l'eau. On dirait qu'il nous invite, Till. Crois-tu, Nell? Oui, je connais les signes. Kathleen m'a expliqué le langage des feux follets. Ils s'approchent de nous, mais la mer nous sépare. Viens, Till, allons les saluer. Ce sont des âmes vaillantes, des victimes, des braves tombés pour notre liberté, Till. Viens, mon aimé, ne résiste pas au sortilège. Nell entraîna Till vers l'île aux oiseaux, et de nouveau elle l'enduit du baume magique. Il faut croire aux vertus et aux puissances du charme, Till. J'ai peur, moi aussi. Le soleil se couche dans l'eau. La mer est rouge sang. C'est l'heure où les esprits reviennent. Regarde les feux follets, ils viennent sur nous. N'ayons aucune crainte. Ce ne sont que de pauvres âmes qui viennent se réchauffer au couchant du soleil. Les cendres battent sur mon cœur. Till, écoute et regarde. 7 esprits sortent de la nuit. Que font-ils? Ils poussent 7 personnages. Je veux en avoir le cœur net. Mais qui êtes-vous? Nous sommes les 7 péchés. L'orgueil, l'avarice, la colère, la gourmandise, l'envie, la paresse et la luxure. Nell, les esprits reviennent. Ils accompagnent de nouveau les 7. Mais ce ne sont plus les mêmes. Reconnais-les-ils? La fierté, la probité, la vivacité, l'appétit, l'émulation, le courage et l'amour.
quand le septentrion baisera le couchant, ce sera fin de ruine. Cherche la ceinture. Septentrion, c'est Néerlande. Belgique, c'est le couchant. Ceinture, c'est l'alliance. Ceinture, c'est l'amitié. Les 7, Nell. Les 7. Les 7 vertus qui vont faire naître un nouveau pays. Nell, écoute. Allez, beaux esprits, habitez nos cieux, nos champs, nos maisons. Délivrez-nous une fois encore pour toutes. J'arrive. Je veux délivrer notre pays, Nell. Dansez, dansez, dansez avec moi. Je suis Till Eulenspiegel. L'association Berg toujours. Mise en scène et réalisation Philippe Armand. Régie plateau éclairage Philippe Taverne. Mixage et diffusion son Yves de Carpigny. Conception des costumes et décors textiles Pascal Souillard. Réglage des combats François Vetterval de Maître d'Armes avec l'Académie d'escrime de Berg. Jonglerie et acrobatie Éric Légier le Cirque. La funambule c'est Gwenaël Rouet du Cirque de l'Homme. Les échassiers sont les bulleroïdes associés. Les attendants équestres sont de l'élevage de Saint-Vinoc Coupe Village et l'association Équilibre. La pyrotechnie est signée Alex avec Laurent. Et au canoë image, on a aussi ce soir Fred qui est présent. Nous remercions également beaucoup l'équipe de Daniel Wayol pour la maintenance électrique et l'équipe donc des Joyeux Pipitch. Et nous remercions également l'ensemble des partenaires et des sponsors qui nous ont fait confiance pour le montage de ce spectacle. L'association Berg toujours vous souhaite la plus douce des aventures et la plus douce des nuits. Merci à tous.